Salut, aujourd'hui on teste un nouveau format, si ça vous plaît on continuera à le faire et comment je saurai si ça vous plaît? Simplement avec le nombre de vues que fera la vidéo et le nombre de likes, hein. C'est à peu près ça nos repères pour savoir si ça vous plaît ou pas. J'ai toujours adoré les histoires de Pierre Bellemare, ça fait longtemps que j'aimerais en faire un concept de vidéo et puis j'ai pas pris le temps, ça fait 2 ans qu'on en parle ici au bureau et sont arrivés les traits d'horreur. Et je me suis dit c'est peut-être le moment de s'immiscer dans le game. Alors vous aimez l'horreur? C'est pas un trait d'horreur, mais c'est un peu comme un trade. Pour cette première vidéo, on va se concentrer sur l'histoire d'un homme, celui qui a réussi à vendre le paradis. Loïc, générique de ce nouveau format. On va partir un petit peu en arrière, on va aller en 1885 à Rennes-le-Château. Un nouveau curé arrive là-bas, il a été envoyé, il s'appelle Béranger Saunière, et il a été envoyé là-bas pour des raisons très particulières. En fait, l'Église et lui ont un problème alors que c'est un curé. Dans l'Église, ils disent qu'il a des idées un petit peu trop avancées, un petit peu trop modernes, et puis il a tendance à défier un petit peu l'autorité, à être un petit peu insolent. Donc il l'envoie là-bas pour une raison très simple, c'est le pire endroit, c'est la pire église qu'ils aient. Et ils se disent au moins là-bas, il va pas trop nous saouler. Donc lui, il arrive là-bas, il trouve une église qui est quasiment en ruine, le presbytère, c'est là où habite le curé, est quasiment inhabitable, il n'y a pas grand-chose qui va. Et la raison, elle est très simple de tout ça, c'est parce que le village est très pauvre, donc quand les curés font la quête, il n'y a pas beaucoup de revenus, donc il n'y a pas moyen d'enclencher des travaux. Lui, il arrive devant l'église, il se dit waouh, c'est quasiment une ruine. Il arrive et il n'y a rien qui va parce qu'il y a même un côté très désagréable quand il rentre. Il rencontre un gros bénitier, le gros bénitier qu'il y a dans les églises, mais là qui est soutenu par un diable qui le tient comme ça. L'ambiance, elle n'est pas dingue. Pourtant, à la base, Saunière, c'est plutôt un bon élément. Béranger Saunière, il est né en 1852 et il a été le meilleur élève du séminaire de Narbonne. Il parle le grec, le latin, l'hébreu, vraiment tout va bien. Sauf qu'il a tendance à gangréner un peu la jeunesse avec les idées que l'Église trouve trop avancées à l'époque. Arrivé là-bas, Saunière fait les comptes, il lui reste à peu près 600 francs qu'a laissé son prédécesseur. C'est pas une énorme somme pour l'époque, c'est une belle somme en vrai, mais pas pour faire tous les travaux qu'il y aurait à faire. Mais avec ces 600 francs, il tente de restaurer un petit peu l'église et déjà de la faire fonctionner en fait, de pouvoir vivre, accueillir les fidèles, etc. Et il prend une première décision qui est extrêmement choquante pour l'époque. Il engage une jeune femme de 18 ans, elle s'appelle Marie Desnarnaud, en tant que gouvernante. Ça se fait pas tellement, surtout en plus dans le village qui est pauvre, lui qui a pas les moyens, etc. Et pourquoi c'est choquant? Parce qu'ils cachent pas trop qu'ils ont une liaison ensemble, donc ça ne va pas du tout avec le fait d'être curé. Pourtant, le village a l'air de s'y habituer, ça n'a pas l'air de poser un grand souci, en tout cas dans le cadre du village, mais tout le monde a compris ce qui se passait. 1891, c'est là où tout va commencer. L'abbé décide de restaurer l'autel qui est à l'intérieur de l'église. Donc pour ça, il va faire venir des maçons. Avec quel argent il va faire ça? Il est allé voir la mairie, il a beaucoup parlé, il a attendu pas mal de temps, il a réussi à obtenir un prêt de 1000 francs de la part de la mairie. Pour vous donner un ordre d'idée, 1000 francs c'est énormément d'argent pour l'époque, surtout dans ce village, parce que Saunière, l'année d'avant, il avait réussi à récolter 25 €, mais je veux dire sur toute l'année, avec les quêtes qu'il fait à la fin des messes. Donc là, il va pouvoir un peu avancer dans les travaux. Donc, il engage deux maçons, les maçons arrivent, ils vont commencer par essayer de desceller l'autel du pilier sur lequel il est posé. Ils arrivent à la desceller et la surprise, derrière la pierre, il y a toute une gravure. En fait, la table de pierre a été montée à l'envers. Donc derrière, on découvre une sorte de cheval, enfin c'est un cheval qui tient un sceptre. C'est une gravure assez étrange. Et surtout, deuxième surprise, le pilier datant des Visigoths est creux. Et à l'intérieur, on trouve 3 boîtes et pas mal de parchemins autour des boîtes. Et pour moi, c'est le début où ça devient vraiment étrange parce que Saunière chasse littéralement les deux maçons. Il leur dit « partez, dégagez, partez ». Il leur paie quand même les 2 jours de travaux, même s'ils ont fait à peine une demi-journée. Et il leur dit d'aller boire des coups avec à sa santé. Enfin, il les veut vraiment plus ici. Et les 2 maçons, ils lui demandent qu'est-ce que c'est ces parchemins, ces boîtes, qu'est-ce qu'il y a dedans et tout. Il dit « mais vous inquiétez pas, c'est des reliques, il y en a toujours dans les piliers des hôtels ». Et il les fout littéralement dehors. Donc les ouvriers sont bien obligés de partir, ils vont picoler un petit peu et les ouvriers bavardent. Évidemment qu'ils racontent ce qu'ils viennent de voir et ce qui vient de se passer. Donc tout ça, ça va jusqu'aux oreilles du maire, ça va à la mairie, quelqu'un le répète au maire, et le maire exige de voir ce qu'il y a quand même, quoi. Donc il se présente à l'église, il va voir Saunière, c'est pas très longtemps après, c'est peut-être quelques heures après, quelque chose comme ça.
Et il demande qu'est-ce qu'il y avait dans le pilier. Donc Saunière lui dit bah, rien, c'était des parchemins. Et dans les boîtes, il y avait quoi? Des vieux parchemins anciens. Et Saunière dit qu'il va les vendre, comme ça va permettre de rembourser le prêt qu'il a fait à la mairie. Donc le maire a du mal à le croire et il exige de voir ce qu'il y avait dedans et qu'on lui apporte les parchemins, qu'il puisse les examiner. Ce que Saunière fera, quelques jours plus tard, il va lui apporter des calques où il a recopié tout ce qu'il y avait sur les parchemins. Donc là, c'est compliqué en fait de savoir si c'était vraiment ce qu'il y avait dans le pilier ou pas. Parce que Saunière a très bien pu prendre d'autres parchemins et puis les décalquer. Alors c'est juste des mots en latin qu'il y a dessus, c'est pas des dessins ou des choses comme ça. Et les apporter au maire. De toute manière, le maire ne lit même pas le latin, mais on ne sait pas, il a trop eu de temps de passer et à part Saunière, personne a pu ouvrir les boîtes et personne n'a pu déplier les parchemins. N'empêche que dès le soir même, et pendant plusieurs nuits comme ça, on voit que toute la nuit, il y a de la lumière au presbytère, l'endroit où vit Saunière, où vit le curé. Il y a de l'activité nocturne toute la nuit pendant quelques jours. Et après quelques jours, Saunière rappelle les deux maçons pour venir et il leur demande de desceller une dalle qui est pas très loin de l'hôtel. Une seule dalle, une dalle précise. Il décèle la dalle et en dessous, c'est creux. Et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui brillent, il y a pas mal de choses. Mais directement, Saunière fait comme la première fois. Il dit aux maçons, non, mais partez, c'est rien, ça vous intéresse pas. Donc il sortira rien devant eux. Eux n'auront pas le temps de bien voir ce que c'est. Évidemment, les maçons, ils se demandent ce que c'est. Donc ils demandent à Saunière et Saunière, il fait, mais c'est rien, c'est des vieilles médailles qui viennent de Lourdes. Ça n'a aucun intérêt. Et il les pousse encore à l'extérieur. Le lendemain, Saunière part à Paris. Il ne rentrera que 5 jours plus tard. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Eh ben on ne sait pas, il ne le dira à personne. Il serait potentiellement allé à la Bibliothèque nationale. Il n'empêche que le jour même de son retour, à partir de ce jour-là, il va y avoir une sorte de cinéma qui va s'alterner un jour sur deux, avec lui et Marie en protagoniste. Je vous dis un jour sur deux, ou je devrais dire plutôt une nuit sur deux. Une nuit sur deux, lui et Marie vont dans le cimetière. Ils ont un carnet. Ils ont des fils, des choses pour mesurer, etc. Ils y vont avec des torches, des bougies. Ils y passent toute la nuit dedans. Ils creusent des trous. Ils font des petites notes. Ils prennent des mesures, etc. Ça, c'est sûr, c'est attesté parce qu'il y a 2 plaintes qui ont été déposées auprès de la mairie et qui sont accessibles, qui ont été écrites dans le conseil municipal, dans les relevés du conseil municipal. Donc une nuit sur deux, ils font ça. Et l'autre nuit, vous pensez qu'ils dorment? Que nenni! Une nuit sur deux, quand ils sont pas dans le cimetière, Marie et Saunière s'en vont à pied au plateau de Raz, ça se trouve à peu près à 10 km de là. Ils partent avec 2 hottes complètement vides sur le dos et quand ils reviennent, c'est très tôt au petit matin, le soleil s'est déjà levé et on a l'impression que ce qu'ils portent c'est un petit peu lourd. Donc tout le village commence à se poser des questions. Alors vous vous souvenez du début de l'histoire, ça commence vraiment en 1891 quand il fait le prêt au niveau de la mairie et qu'il commence à faire les premiers travaux. Tout ça, ça dure jusqu'en 1897 où ça bascule très rapidement. Il y a un changement complètement d'attitude et même un changement de vie, de train de vie, plus rien n'est comme avant au niveau de Saunière et de Marie. Je vous rappelle que ses seuls revenus de l'époque, c'est les 25 francs qu'il arrive à collecter sur une année entière avec les quêtes qu'il fait dans l'église. Pourtant, le mec commence à flamber. Et quand je vous dis flambe, ça va flamber grave. Si ça s'appelle pas un péché de luxure, ça doit pas être loin de ça. Il achète un terrain à côté de l'église, donc ça c'est quand même une dépense, on n'arrive même pas à la comprendre par rapport aux revenus qu'il a. Et il fait construire dessus une villa de 3 étages mon petit pote. Il fait également construire une tour néo-gothique et il achète juste à côté de chez lui une grande maison pour Marie. Et puis là je vous parle des achats qu'il fait, mais le train de vie il est dingue, c'est-à-dire que le gars, on est en 1897, il fait importer du rhum de la Jamaïque, parce que ça fait plaisir quand même. Il fait venir des cantatrices, des grands artistes, des musiciens, pour donner des petits concerts privés chez lui. Bon, même en prenant en compte les 1000 francs qu'il avait empruntés et qu'il avait commencé pourtant à investir, c'est trop faste comme train de vie, c'est pas possible. Il n'y a pas que vous et moi qui nous posons la question à ce moment-là. C'est-à-dire que l'Église, et la grande autorité de l'Église, elle aussi, elle se pose des questions. Elle a eu vent de tout ça, et elle commence à lui demander des comptes, elle lui envoie des courriers, etc. Et lui, soit il répond pas aux courriers, soit il fait traîner, soit il envoie des dossiers incomplets, mais il fait exprès en fait de pas tout renvoyer, de pas réellement donner d'éléments sur comment il fait pour tout ça, parce que ça c'est la première question, d'où viennent les finances, et puis pourquoi il s'autorise à faire tout ça? Parce que c'est pas très catholique en fait. En tout cas, c'est pas cohérent avec la vie minimaliste que l'Église attend de l'un de ses curés. Au final, l'Église cherche pas à comprendre, il est déchu de ses fonctions en 1911.
Et 4 ans plus tard, il est inculpé, donc en 1915, pour détournement de fonds. Avant de revenir en arrière pour s'intéresser vraiment à d'où vient cet argent, comment il faisait, c'est quoi le bail qu'il y a derrière, sachez que lui, une fois qu'il a été déchu de ses fonctions et inculpé en 1915, Sonnière est mort 2 ans après, en 1917. Personne s'y attendait, lui non plus, Marie non plus, c'est une attaque cérébrale, c'était radical. Et justement, au moment où il meurt, tout le monde veut savoir quand est-ce qu'a lieu l'ouverture du testament, parce qu'on se dit forcément à l'intérieur du testament, il a dû expliquer des choses, il a dû dire d'où provient toute la moula, c'est quoi qui se passe, c'est quoi le bail derrière, il y a forcément des réponses. On ouvre le testament, il n'y a aucune réponse. Il y a même presque des nouvelles questions. Une chose est écrite par contre dedans, c'est qu'il fait don de tous ses biens, non pas à l'église, parce qu'encore une fois, la villa, la tour, la maison de Marie, etc., il n'a pas acheté ça au compte de l'église, hein, il a acheté tout ça avec son argent à lui, donc ça devient sa propriété à lui, ce qui est assez étonnant quand même pour l'époque. Eh bien, tout ce qui lui appartient, il est tout à Marie, qui va lui survivre encore 36 ans. Et pendant ces 36 ans où Marie est encore en vie, elle alimente beaucoup les rumeurs. Alors, elle dit qu'elle ne sait rien, ou alors parfois elle dit qu'elle sait des choses, mais que là, pour l'instant, elle ne peut rien dire. Parfois, elle dit à d'autres personnes, un jour, je vous révélerai le secret du pouvoir, des phrases très mystérieuses. Elle dit qu'elle sait comment rendre quelqu'un très puissant du jour au lendemain, mais à part des promesses et alimenter comme ça toutes ces rumeurs sur la provenance du trésor qu'on imagine que posséderait Sonnière, en attendant, elle ne dit rien de concret. Et vient le jour où approche la fin de vie de Marie, et comme là, pour le coup, c'est pas une attaque cérébrale, on le voit venir, elle est malade, etc., bah, tout le monde reste près d'elle, parce qu'on veut savoir, donc elle est rarement seule, et même au moment de son dernier souffle, là où elle pouvait plus beaucoup parler, on a installé une sorte de mégaphone au niveau de sa bouche pour amplifier le son, si jamais, juste avant de mourir, elle disait « le trésor est à tel endroit » ou « le trésor provient de tel endroit ». Bah rien. Rien, elle est morte sans rien dire, Marie. On est le 29 janvier 1953. La seule personne vraiment proche de Sonnière qui aurait pu savoir quelque chose est décédée à ce moment-là. Alors, la question, est-ce que Sonnière aurait trouvé un trésor? C'est une vraie question qui se pose parce qu'elle s'appuie sur des faits sur la région. En 1339, justement, il y a des moines qui étaient venus ratisser la région à la recherche d'un trésor. Ils venaient faire des fouilles la nuit parce qu'ils pensaient que potentiellement les Wisigoths, qui avaient été chassés par Clovis, avaient pu venir ici et peut-être ils auraient pu cacher un de leurs trésors ou tous leurs magots dans les montagnes en attendant de pouvoir aller les rechercher pour être plus mobiles. Donc on sait que les moines sont venus dans la région fouiller, peut-être il a trouvé ça. Le neveu de Sonnière, parce que oui, il avait un neveu, dit qu'il avait vu aussi des lingots d'or bitumés sur une table au niveau de la tour Magdala, c'est comme ça qu'il avait appelé sa tour, quand il était petit. Là aussi, c'est un témoignage. Est-ce qu'il a pris des choses pour des lingots ou est-ce qu'il a vu des lingots? En tout cas, ça alimente la théorie du trésor. Mais on va y revenir. Les lingots d'or bitumés, ils sont intéressants parce que quand on épluche la comptabilité de Sonnière, on voit qu'il consommait énormément de pétrole. Et le pétrole, c'est très utile quand on a besoin de dissoudre le bitume. Donc, ça marche pas mal avec ce souvenir. D'autres pensent que Sonnière aurait trouvé le trésor des rois de France, qui aurait été caché dans la région, plus précisément à Rennes-le-Château, il y a très longtemps. Il aurait été caché là par Blanche de Castille. Et il y a un autre trésor qui potentiellement est dans le même coin. C'est un endroit, si t'as un peu de temps et une pelle, tu peux aller creuser, il y a 3 trésors potentiellement qu'ils ont là-bas. Voire même 4 d'ailleurs, parce qu'il y a le trésor des Cathares, mais il y a aussi le trésor des Templiers, qui potentiellement est aussi à Rennes-le-Château. Dès que tu creuses sur cette région, c'est hallucinant. Il y a des personnes qui pensent que le Christ d'ailleurs serait passé par là-bas, et qu'il y aurait potentiellement son tombeau avec plein d'objets à l'intérieur. En fait, il y a une partie de la population qui pense que le Christ ne serait pas mort crucifié, et que du coup, il se serait enfui avec Marie-Madeleine et qu'il serait arrivé à Rennes-le-Château et donc qu'ils auraient encore vécu là-bas et que du coup, il serait enterré là-bas et que dans son tombeau, on trouverait des choses incroyables comme le calice, etc. Alors, il ne serait pas arrivé là-bas, le Christ, juste avec Marie-Madeleine, il y aurait aussi Marthe et Lazare avec lui et c'est en vivant là-bas et en ayant eu une union avec Marie-Madeleine qu'il aurait donné naissance à un fils et ce fils serait la première personne de la lignée des Mérovingiens. Et cette légende, elle est alimentée elle-même par les Mérovingiens qui cherchaient un petit peu à justifier leur lignée, en fait, à appuyer un petit peu leur légitimité à l'époque. Donc c'est une théorie qui a été avancée et qui était une vérité pendant un temps, en tout cas pour les Mérovingiens.
Alors je ne vais pas vous faire tout un passage dessus, mais si jamais vous avez l'occasion de le lire ou de voir, il a été adapté en film, le Da Vinci Code, qui était sorti en 2004, vous allez voir qu'en fait, toute l'intrigue, elle se base là-dessus, en fait, sur Rennes-le-Château, justement, et sur cette théorie du Christ qui vient avec Marie-Madeleine et qui va avoir un enfant là-bas. Bref, la théorie du trésor, c'est la théorie qui semble la plus logique. On va y revenir, mais juste avant, c'est pas la première fois qu'il y a un curé qui dépense autant d'argent et qui a autant de richesses avec lui. Il y a d'autres précédents, il y a d'autres cas. Il y a l'abbé Gélis, par exemple, qui a été assassiné en 1897. Il dépensait énormément d'argent, on ne savait pas trop d'où ça venait, et donc il a été assassiné. Son meurtre n'a jamais été résolu aujourd'hui. Mais on sait que le voleur cherchait quelque chose, qui n'était pas de l'or ou de l'argent ou des biens revendables, en tout cas pas de ce type-là, parce que toute la maison a été fouillée. Et on a retrouvé pourtant dans la maison des grandes quantités d'or. On en a trouvé aussi dans l'église que Gélis occupait. Donc, a priori, c'est pas ce que le voleur cherchait. On ne sait pas trop ce qu'il voulait ou pas. Ça a été un peu fouillé, mais il y a une théorie. Peut-être Gélis aurait été un maître chanteur. Peut-être qu'il faisait chanter quelqu'un. Donc, il est probable que la personne qui assassine l'abbé Gélis, en fait, vienne chez lui, le tue pour qu'il arrête de le faire chanter, fouille un peu pour trouver les éléments qui étaient compromettants pour lui, avec lesquels l'abbé Gélis le faisait chanter. À côté de Gélis et Saunière, on trouve un troisième curé, l'abbé Boudet, qui habite à Rennes-les-Bains et qui est un intime de Saunière. On sait qu'ils se connaissent, on sait qu'ils se voient beaucoup et on sait qu'ils font souvent des petites excursions tous les deux au travers la campagne. Du coup, il y a une autre question qui se pose, est-ce que ces trois personnes, ensemble, est-ce que par hasard, elles n'auraient pas découvert un trésor? Il n'y a pas vraiment d'éléments qui permettent de le dire, mais il y a encore plus intéressant que ça. Et pour vous révéler cette chose-là, il faut que je vous dise un truc, c'est que Saunière, on est sûr de deux choses chez lui, c'est qu'il était beaucoup radin et peut-être un bon escroc. Radin, c'est sûr, le mec passait son temps à décoller par exemple les timbres qu'il y avait sur les lettres de messe qu'il recevait pour les revendre à des philatélistes. Et même le coût de ses travaux, vous savez, quand il fait déceler la table de pierre, etc., c'est pas aussi faramineux que ce qui a été écrit. Il y a même de fortes chances qu'il ait fait venir deux maçons, mais qui sont même pas maçons en fait, deux ouvriers non qualifiés d'Espagne, des gens un peu miséreux, qui ont fait comme ça les travaux vite fait et qu'il a quasiment pas payé. Donc c'était pas un gars qui déboursait des sous, et c'est important de comprendre ça pour la suite. Et ce qu'il faut que vous sachiez également, c'est qu'en 1913, il contracte un crédit auprès du Crédit Foncier. Pourquoi je vous dis que c'est vraiment important? Parce que 1911, c'est le moment où on lui a interdit de pratiquer son activité de curé, son activité paroissiale. 1915, c'est le moment où il va être inculpé, mais ça, on s'en fout un petit peu. 2 ans après qu'il puisse plus travailler, il se retrouve vraiment sans le sou, obligé de faire un crédit. Et c'est ça qui est étonnant, si vraiment il a trouvé un trésor, si vraiment il a amassé énormément d'argent, comment ça se fait que dès qu'il a plus son poste, il peut plus vivre? Sachant que quand il a son poste, il lui rapporte rien, quoi. 25-30 francs par an par les quêtes, c'est vraiment rien du tout. Eh bien, c'est là où on va mieux comprendre le côté escroc, qui est la théorie qui me semble la plus viable. L'abbé Saunière aurait tout simplement fait ce qu'on appelle de la simonie. La simonie, c'est le trafic d'indulgence. Imagine, moi je suis un mec, j'ai plein de sous, et je fais n'importe quoi dans ma vie, mais des trucs genre pas bien du soir au matin. Et à un moment donné, on me dit « Ouais, t'es malade, ça risque d'être la fin. » Sauf que moi, je suis un mec qui fait des trucs pas bien, mais bizarrement, je crois quand même en Dieu, en la religion, au paradis, à l'enfer. Ben là, je vais chercher un curé, par exemple Saunière, qui est capable, contre une grosse somme d'argent, de me libérer de tous mes péchés, de me donner le grand pardon, parce qu'en fait, comme le curé, il a une ligne en fait directe avec Dieu, il peut dire en fait, lui c'est bon, il passe. Et Dieu, il fait d'accord. Donc c'est possible qu'il ait fait du trafic d'indulgence, c'est-à-dire qu'on lui demandait l'absolution de tous les péchés en payant, et lui il faisait « Ok, pouf pouf, c'est bon, tu vas au paradis, il y a une clé qui t'attend là-bas. » Alors ça en plus, il y a des éléments qui permettent de confronter ça, parce qu'on sait par la propre comptabilité de Saunière, qu'on a épluché et vérifié, que Saunière passait très régulièrement des petites annonces dans les gazettes religieuses, partout dans l'Europe, un petit peu partout. Qui fait ça? Qui a besoin de faire des annonces pour dire hey, je fais des messes, tu sais, des messes pour toi, tu connais ou quoi? Et les gens ils connaissent. Et c'est comme ça qu'il avait des clients qui venaient de partout. Ce qui explique d'ailleurs qu'il décollait sûrement les timbres, parce qu'il avait vraiment des timbres qui venaient de tous les pays.
Mais alors pourquoi avoir cherché dans les cimetières, pourquoi avoir attendu 10 ans, pourquoi tout ça si son revenu c'était de pratiquer la simonie? Parce que du coup, hein, le trafic d'indulgence, une fois qu'il est plus curé, qu'il a plus de paroisse, il peut plus le faire. Donc à partir de 1911, il peut plus faire du trafic d'indulgence et recevoir des sommes pour bénir comme ça quelqu'un qui est sur le point de mourir pour lui assurer le paradis. De toute manière, a priori, il n'y a aucun client qui est venu se plaindre après. C'est assez pratique comme petit business quand même. Saunière arrive en 1885 à Rennes-le-Château. Il découvre trop le truc, il se met un petit peu en place, admettons pendant 2 ans. Peut-être qu'il faisait déjà du trafic d'indulgence avant de venir à Rennes-le-Château. En tout cas, moi je pense qu'il a dû commencer par 1887. Ce qui fait que durant 2 ans, il commence à amasser pas mal de pognon en fait, avec sa petite escroquerie, tu vois. Mais comme il est plutôt radin, il n'a pas besoin comme ça de dépenser. Et puis il sait que de toute manière, s'il dépense, ça va pas correspondre avec la vie qu'il a là-bas, donc ça va vraiment le pointer du doigt et risque d'être mis en péril. Donc il attend patiemment jusqu'en 1897 pour commencer à dépenser son argent. Et qu'est-ce qu'il fait durant ces 10 ans? Quelque chose dont je pense Marie devait être au courant, il fait semblant d'avoir trouvé un trésor. Et c'est là où c'est brillamment malin, où c'est plutôt un très très bon escroc, c'est que je crois qu'il n'a jamais menti en fait, Saunière, de ce côté-là. Parce que lui n'a jamais dit qu'il avait trouvé un trésor. Quand les deux maçons viennent et qu'ils décèlent la table en pierre posée sur le pilier, sur l'autel, le pilier est creux et dedans il y a des parchemins, 3 boîtes, etc. Je vous ai dit. Lui, il dit direct, ah non mais cachez ça, partez et tout. Donc tout le monde pense qu'il a un truc à cacher. En réalité, c'est extrêmement commun, c'est même plutôt la norme, que tous les piliers d'hôtel soient creux et qu'à l'intérieur, il y ait des parchemins et des boîtes avec d'autres parchemins dans lesquels on écrit des bénédictions, des prières, ce genre de choses. Ça se fait, c'est très courant. Mais eux, dans le village, ils ne savent pas ça. Donc lui, il a attisé une forme de curiosité, mais sans mentir, puisqu'il a dit il y a des boîtes et des parchemins. Ensuite, je pense que sous la dalle qu'ils ont décellée quelques jours plus tard, quand il les a fait revenir, je pense que c'est lui qui a mis réellement des médailles qui proviennent de Lourdes. Et pareil, quand ils les ont décellées à nouveau, derrière Saunière, je pense, ils ont vu ça, il a appuyé en mode non, mais on s'en fout, etc. Je pense qu'il a simplement voulu alimenter la rumeur. Et ça a fonctionné, puisque tout le monde en parlait dans le village et tout le monde se posait la question. Et quand on lui disait est-ce que vous avez trouvé un trésor, il disait non. Donc techniquement, effectivement, il mentait pas. Quand après, il a fait des fouilles un petit peu durant la nuit, durant le cimetière, qui partait en excursion sur le plateau avec les hôtes, il revenait au petit matin. Je pense que tout ça, c'est de la mise en scène pour, encore une fois, faire naître la croyance et le sentiment qu'il avait trouvé un des potentiels trésors qu'on aurait potentiellement pu trouver dans cette région. Et du coup, 10 ans plus tard, 1897, il commence à flamber grave, tout le monde se dit, voilà, depuis le départ, on avait raison, il a trouvé le trésor. Et les 2 copains dont je vous ai cité tout à l'heure, je trouve que ça marche avec cette théorie, je pense que eux aussi pratiquaient le trafic d'indulgence, puisque quand même Gélis, on le sait, était vraiment soupçonné, mais soupçonné en mode bien de faire du chantage sur certaines personnes par rapport aux secrets qu'ils savaient sur ces personnes-là. Donc c'était aussi peut-être même un trio d'escrocs, mais on n'en revient que sur Saunière. Lui en tout cas arrive à justifier, contrairement aux autres, toutes ses dépenses par, non pas ce qu'il dit, mais par le fait que les autres disent à sa place, et un village entier témoigne à sa place. Je crois que vraiment, s'il avait cherché un trésor, il aurait fait ses recherches discrètement, la nuit. Il n'aurait pas laissé le presbytère allumé, les volets ouverts. Il n'aurait pas cherché une nuit sur 2 dans le cimetière en creusant des trous devant les yeux de tout le monde, au point que ça gêne tout le monde tellement il faisait du bruit et que les gens portent plainte auprès de la mairie. Il serait rentré discrètement avec ses hôtes, il serait rentré plutôt aux pleine nuit, plutôt que à chaque fois au petit matin, à la lumière du jour, devant tout le monde, pour que tout le monde puisse bien les voir. Pour moi, on y voit au contraire la preuve d'une volonté de bien montrer aux choses qui laisseraient potentiellement de cacher quelque chose. Il le rendait le plus visible possible. Il a créé du mystère, et de ce mystère est née sa propre légende. Et ça marche bien avec le fait qu'en 1913, il a plus de thunes puisqu'il ne peut plus exercer depuis 2 ans, donc il ne peut plus pratiquer les messes, donc il a plus de commandes pour les simonies, pour les places au paradis payantes. C'est des subs en fait, c'est des subs payants pour le paradis directement. Il ne peut plus faire ça depuis 2 ans, donc il n'a plus de revenus parce que il s'est habitué à un train de vie plutôt fast, et donc il crame tout ce qui lui reste durant 2 ans. Et là, il sait qu'il est un petit peu dans la panade. Et c'est pour ça aussi qu'il ne peut jamais répondre à ce que lui demande l'Église. Parce qu'il ne peut pas dire qu'il a trouvé un trésor, sinon ils vont lui demander de voir le trésor. Donc il n'a pas vraiment détourné de l'argent, contrairement à son inculpation de 1915, puisqu'encore une fois, l'Église ne lui apportait pas assez d'argent ou son activité de prêtre pour détourner cet argent-là. Par contre, il a vraiment escroqué grâce à son statut de curé.
Et sur le côté escroc, il y a une deuxième escroquerie, je trouve, sur l'escroquerie. À partir de 1899, il y a un homme qui vient lui rendre visite pour la première fois et qui va revenir très régulièrement dans le village, un aristocrate qu'on appelle Monsieur Guillaume. Pourquoi Monsieur Guillaume, j'en sais rien, alors qu'en réalité, il s'appelle Jean-Stéphane de Habsbourg. Jean-Stéphane de Habsbourg. Monsieur Guillaume, je vois pas trop le rapport. C'est comme ceux qui m'appellent Olivier, ça n'a rien à voir avec Fabien. Parce qu'en fait, je m'appelle Fabien. Donc lui, il vient en 1899, il va revenir régulièrement et il va prêter déjà, dès sa première venue, 20 000 francs, c'est quand même beaucoup d'argent, à notre amie Saunière. Et ce que je pense, c'est que comme il est venu en 1899, donc 2 ans après que Saunière ait commencé à flamber un peu tout son pognon, je pense qu'il est venu attiré par la légende de il a trouvé le trésor. Je pense que Saunière, c'est des hypothèses personnelles, mais je pense que Saunière lui a dit en fait j'ai trouvé une partie du trésor, mais là je suis dessus là, je suis bien dessus, mais j'ai besoin de moyens. Et je pense que ce monsieur Guillaume a commencé à le financer en fait pour l'aider à trouver tout ça et qu'il devait le rembourser une fois le trésor trouvé. Peut-être ils avaient un deal genre on fait moite-moite ou des choses comme ça. Et je pense qu'il a soutiré pas mal d'argent à ce monsieur Guillaume, en plus de l'argent qui se faisait sur le trafic d'indulgence. Donc oui, Saunière, a priori, a toutes les chances d'être un énorme escroc qui a créé la légende, sans jamais le dire, d'un mec qui avait trouvé un trésor pour justifier ses dépenses. C'est pas mal. C'est pas bien, mais c'est pas mal. Ainsi s'achève la première histoire de ce nouveau format. Alors attention, ce format c'est pas Cabinet Curious. Cabinet Curious, on s'attache à des événements, à des objets. Là, ce format-là, je veux vraiment, un peu ce que faisait Bellemare, m'attacher à une personne, à son histoire, à partir du moment où, à la fin de son histoire, il s'est passé un truc, tu vois, un tac-tac, quoi. Peut-être on va appeler le format tac-tac. J'ai hâte de voir si ça vous plaît, parce que moi, ça me plaît beaucoup de faire ça. Donc j'ai hâte de voir en revers pour vous. Alors comment je vais le voir, je vous l'ai dit au début de vidéo, ça va dépendre du nombre de vues. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo que vous venez de regarder. Moi, comme le format me plaît, je vais la regarder aussi. On verra ça sur les stats. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi, ça enverra un message positif. Et à partager la vidéo aux gens. Comme ça, ils la voient. Comme ça, moi, je comprends que tout le monde aime ça et je continue à faire des vidéos. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bref, hâte de lire vos commentaires, savoir ce que vous avez pensé de ça. Est-ce que ça vous plaît pas? Comment ça va chez vous? La météo d'hier? Pourquoi je prends une voix comme ça en fin de vidéo? Je ne sais pas. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao!